Alors, Laurent, je voulais qu'on parle de ton livre. Ce sera lui que j'ai adoré. Bien. Et donc, je vais faire le petit pitch en lisant la 4e de couverture et après je te présenterai. C'est en plein jogging matinal, Mathias voit sa vie basculer lorsque une branche lui tombe sur le nez. Improbable. Pas moins que l'homme mystérieux qui l'accueille aux portes du ciel pour lui annoncer sa mort, suite à une terrible erreur de dossier. Et même si cela semble lunaire, il y a des quotas à respecter là-haut. Après négociation, le verdict tombe. Ok, si Mathias veut vivre, il doit trouver quelqu'un pour prendre sa place au paradis. Avant 100 jours. Alors, une fois qu'il aura choisi l'homme qui le remplacera, il suffira de dire à haute voix, ce sera lui. Est-ce le fruit de son imagination, un rêve? Toujours est-il que le compte à rebours est lancé et que les surprises en chemin s'annoncent multiples. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un roman vraiment à la fois introspectif, enfin on en parlera, il y a toute la courbe du deuil, c'est génial, l'acceptation, etc. Et sur la fin, à un moment donné, je me suis dit, alors il y a 2 possibilités pour moi qui se présentaient, et je me suis dit, bon, quand même. Et finalement, ouais, ça s'est passé comme je voulais, en me disant, ouais, non, j'espère que ce sera ça, parce que s'il fait comme ça va être difficile sur la fin, c'est grosse frustration. Donc, je voulais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es donc auteur, mais aussi ton métier que tu as exercé depuis de nombreuses années, c'est éducateur. Tout à fait, oui. À Montpellier. Et correspondant de presse. Accessoire. Et donc, tu es passionné d'écriture depuis l'enfance et tu as été révélé en 2014. Alors, tu vas nous expliquer comment. Alors en fait, au départ, moi je voulais juste, mon ambition c'était d'écrire depuis toujours, parce que j'écris depuis que je sais écrire à peu près. Bon évidemment, quand j'étais tout petit, c'était pas sous cette forme-là, mais au départ, mon ambition, dès lors que j'étais au lycée, c'était d'écrire des scénarios de cinéma, parce que je suis toujours passionné par le cinéma. Et c'est donc le premier terrain d'écriture sur lequel je me suis exercé. Et il se trouve qu'en 2013, parce que l'histoire a commencé un an plus tôt encore, j'ai été amené par goût du jeu et du défi à participer à un concours de nouvelles organisé par les hypermarchés Carrefour pour ce qui était à l'époque le lancement de leur liseuse, qui n'a pas duré très longtemps, elle n'existe plus. Et donc dans le cadre de ce lancement, ils avaient proposé un grand concours national, je crois à toute la francophonie, avec donc un auteur très connu qui donnait une consigne et donc une nouvelle de 10 pages, et le gagnant avait le droit de voir éditer son premier roman. Et donc voilà, par goût du défi, encore une fois, je m'y suis frotté, je m'y suis essayé, et la première année c'était donc Maxime Chatham, le président du jury. Et je me suis retrouvé d'une part en finale, et donc j'ai été amené à monter sur Paris pour la cérémonie de remise des prix. Et à Paris, on m'a fait comprendre que j'étais plus que finaliste, puisque j'étais un lauréat bis, mais il en fallait qu'un, et donc ça, le prix a été donné à une collègue. Voilà, donc c'était pas moi, mais il n'en reste pas moins que j'ai rencontré Maxime Chatham ce soir-là, et que les propos et les encouragements qu'il m'a donné ont été, enfin, je veux dire, restent marqués. Voilà, en gros, la phrase qui a été le déclencheur de toute la suite, ça a été celle-ci, c'est Monsieur Grima, j'aurais toujours voulu avoir votre style, et avec le style que vous avez, il vous suffit juste d'une bonne histoire pour que les maisons d'édition se battent pour vous avoir. C'est la phrase quasiment à la virgule près qui m'a été donnée, dite par Maxime Chatham. Et du coup, bon, mais waouh, quand même. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit surtout qu'en fait, il faut continuer l'année d'après, quoi. Il faut remettre ça l'année d'après. Ouais. Et donc l'année d'après, j'ai reparticipé à ce concours. Cette fois-ci, c'était donc Michel Bussy qui était le parrain du jury. Et là, j'ai gagné pour de bon. Et donc j'avais la porte qui s'ouvrait pour écrire mon premier roman. Et donc, alors j'étais déjà éducateur spécialisé, ça fait 32 ans que je fais ce métier, et j'avais très peu de temps pour écrire un roman. Enfin,
on sait tous que écrire un roman, ça demande du temps, et moi, je l'ai pas forcément. Donc, du coup, j'ai décidé de m'appuyer sur un scénario que j'avais écrit 10 ans plus tôt et qui avait plutôt bien fonctionné, puisque on était allé assez loin dans la démarche. Le film ne s'était pas fait parce que c'est très compliqué de faire un film, mais je savais qu'il plaisait, ce texte plaisait, cette histoire plaisait. Et donc, je l'ai adapté en 6 mois au format romanesque. Et mon premier roman est sorti donc de mémoire le 6 octobre 2015, je crois. Et du coup, ben voilà, j'ai commencé à. Enfin, c'était vu que Carrefour était partenaire, j'étais en tête de gondole avec une méga publicité des magasins Carrefour et, euh, et des retours extrêmement touchants de la part de mes premiers lecteurs. Donc un livre, bon, alors évidemment, ça n'a pas été un best-seller, on va pas se mentir, mais qui a fait de très bons résultats pour un premier roman. Et puis et puis à travers ce premier roman, ben, j'ai mesuré l'impact que je pouvais avoir chez les lecteurs. Et il y a deux plaisirs pour moi dans l'écriture. Il y a celui d'écrire, de raconter des histoires, et il y a le plaisir de mesurer ben, ce que ça apporte chez les autres, ce que ça apporte aux autres. Et là, j'ai eu des témoignages tellement puissants. Enfin voilà, Oui, celui dont il y a je retiens le plus. beaux témoignages hein, en début du livre qui sont vraiment assez forts. Et enfin, mais moi, c'est un livre. C'est quoi la différence pour ceux qui ne savent pas, la différence entre le roman et le scénario et comment on va du scénario vers le roman? Alors, un scénario, on peut pas, c'est pas fait pour être beau à lire. Il y a pas. En fait, c'est très factuel. Voilà, par exemple là, si j'avais à décrire ce que nous vivons, je dirais. On perçoit un écran partagé en deux avec en haut Pascal, en bas Laura et qui discutent. Voilà. Et avec la ligne de dialogue. On peut pas se permettre de développer nos décors respectifs, sobrement la manière dont on est habillé. Ben, on peut pas mettre d'émotion, on peut pas chercher quelque chose d'esthétique. Il faut que ça soit factuel. D'accord. Et il faut que ça soit ce Et qu'on de va voir ça, à l'image. ah, Et de je ça, t'ai ben, du perdu. coup, ouais, Mince. non, Ouais. Ah, c'est bon? c'est bon. Excuse-moi, oui, ça, à un moment donné, tu étais figé. Je disais, ah, ça y est, je l'ai perdu. Ça. Non, non, reviens. Non, non, c'est bon, c'est bon, celui-là. Et Il donc, faudra le passage au roman. faire bien d'assurer un petit peu le boulot là au niveau de la connexion. Hein. Et donc, le passage donc du scénario au roman impose de repartir de ces éléments factuels, mais ben, d'y inclure du rythme, de la beauté, un style, pour que ça soit plus qu'une description en fait. Et il faut que ça soit en soi un élément artistique, esthétique. Et c'est voilà, le travail a consisté en ça. Mais moi, vu le peu de temps, j'avais 6 mois pour écrire ce premier roman. Donc 6 mois. Par contre, c'était extrêmement confortable pour transformer cette histoire en roman, dans le sens où j'avais l'histoire de A à Z. Et quelque part, c'est sans doute le plus compliqué d'avoir l'histoire de A à Z. Une fois qu'on l'a, Ouais. c'est plus facile à enjoliver, on va dire. Quand tu parles de 6 mois, c'est 6 mois pleins ou 6 mois où tu continues à travailler, où tu avais une forme de Alors, disponibilité? C'est ça la question. Parce que 6 mois, comment? c'est un mix des deux. 6 mois. C'est un mix des deux, dans le sens où mon corps m'a toujours rendu de fiers services. Et j'ai eu un accident du travail durant cette période-là, qui m'a permis d'être totalement disponible pendant 3 mois pour écrire pendant ma convalescence. Et du coup, voilà, ça a été à peu près de mémoire, ça a été 3 mois à temps plein et 3 autres mois quand j'étais à la maison, les week-ends, etc., etc. Alors, comment tu as organisé tes séances d'écriture en fait par rapport à déjà ton problème accident du travail, donc j'imagine que physiquement c'était compliqué. Comment on s'organise quand c'est ça? Est-ce que tu écrivais le matin, l'après-midi, quand tu es seul, Alors, casque, musique? moi, c'est très simple, c'est que je suis totalement désorganisé.
Et je n'ai pas de routine. Je n'ai pas de routine. J'ai toujours coutume de dire que je vole le temps quand il se présente. Donc voilà, je me lève pas le matin en disant je vais écrire de telle heure à telle heure. Ça c'est pas possible parce que je sais que je serai pas capable de le tenir parce que les multiples activités et voilà et la vie tout autour de moi m'empêche de procéder comme ça. Donc il y a des moments où d'ailleurs oui je précise quand j'ai vraiment une plage qui est totalement réservée, qui est totalement disponible pour écrire, c'est pas forcément là que que je suis le plus productif. Parce que j'ai quelque part, c'est comme si j'avais besoin d'une contrainte, d'une urgence pour donner le meilleur de moi-même. Et mais à côté de ça, du temps concret d'écriture là avec l'ordinateur. Par contre, je suis H24, mais vraiment quand je dis H24, c'est la première heure du matin jusqu'à la dernière heure de la nuit. Je ne cesse de penser, je pense, je rêve, je me douche, je mange, je dors, je fais tout, je bosse avec toujours mon histoire en tête. Donc ça veut dire que tout ça mature en permanence. Et ça se met en place en permanence. Et quelque part, quand je suis amené à écrire concrètement avec l'ordinateur, eh ben, au final, je suis plus qu'un secrétaire, quoi. Un secrétaire de moi-même. C'est comme si j'avais mon dictaphone personnel me livrer ce que j'avais à écrire. Alors c'est pas aussi facile que ça, je schématise un peu quand même. Mais il y a quelque chose de voilà. Il y a quand on veut expliquer, c'est pas simple. Tout à fait. Mais tu es le secrétaire de toi-même, mais c'est-à-dire que des fois, en étant le secrétaire de toi-même, il y a des. Est-ce qu'il t'arrive, par exemple, d'être, enfin, quand je dis débordé par tes personnages, c'est-à-dire que finalement, c'est tes personnages qui vont prendre le pouvoir. Alors, ils prennent jamais le pouvoir parce que je sais les remettre à leur place, mais par contre, ils s'épaississent en fait en squattant ma tête, parce que s'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est un peu du squat en permanence. En fait, ils prennent. On le sait, hein. Ouais, c'est ça. Les auteurs sont un peu schizophrènes, c'est-à-dire qu'on parle avec nos personnages des fois. Ça t'arrive d'avoir des discussions avec Mathieu, par exemple Mathias. Mais ouais. Non, non, je vais pas jusque là quand même. Je vais pas jusque là, mais en fait, ils m'accompagnent, ouais, c'est là, c'est une présence invisible, mais puissante, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont vraiment là, et du coup, ils prennent tellement de place qu'ils se densifient, ils me deviennent familiers. Ce qui fait que j'ai pas besoin de j'ai un travail de gestation donc très long mais ce temps-là m'est nécessaire pour que les personnages, les situations et tout ça deviennent tellement familiers que ça en devienne fluide, cohérent. Enfin, je veux dire, c'est comme si j'avais à décrire quelqu'un de totalement réel que je connais par cœur, quoi. Donc ils vivent tellement avec moi qu'après j'ai pas de mal forcément à en parler parce que c'est comme si je parlais d'un parent, d'un ami proche, d'un enfant. Enfin voilà, c'est des voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a ma fille qui nous fait un coucou. Oui, un petit coucou tout à l'heure. En tout cas, merci à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, qui restent, qui s'en vont et qui viennent faire des petits coucous. Merci pour Laurent, c'est super. Je suis très très contente de ces participations sur le. Moi, j'avais une question concernant tes personnages et la construction de ces personnages et puis tout ce qui s'imbrique. Bon, en quoi ton métier d'éducateur a pu être inspirant dans l'écriture et dans la construction de ce roman? Alors, il y a une vraie filiation entre ces deux, l'activité d'écrivain et l'activité d'éduc, dans le sens où moi, enfin bon voilà, quiconque se plonge dans mes livres verra l'importance que j'accorde à l'humain déjà, et donc ça c'est vraiment un fil conducteur. Et j'ai envie de dire que j'ai réalisé ça il y a pas si longtemps en fait, mais il y a quelque chose quand on est éducateur, on œuvre pour que les gens aillent mieux ou se réparent. Enfin bon voilà, tas de façons d'expliquer cela. Et en fait, je m'aperçois que écrire un bouquin et procurer des émotions à des lecteurs, ça va dans
droite ligne, quoi. C'est aussi amener les lecteurs à se faire du bien, à réenvisager la vie autrement, à se réapproprier peut-être certains éléments de leur vie qui n'ont, à côté desquels ils sont passés, etc., etc. Donc quelque part, c'est la prolongation de cette vocation que j'ai, d'amener du bien-être aux gens. Après, en termes d'influence pure dans l'écriture, alors je me suis jamais, j'ai parfois été encouragé à écrire des bouquins s'inspirant de ce que je vis au boulot. De fait réel, on va Ouais, dire. ça, tout à fait, mais j'ai pas, j'ai pas forcément envie de faire ça parce que j'ai envie quand même que chaque domaine soit à sa place. Mais évidemment, il y a des émotions, mes personnages la plupart du temps sont des accidentés de la vie, là, comme on peut le dire souvent. Ben, évidemment, ça s'inspire aussi des gamins des ados que j'encadre au boulot, qui eux aussi sont des accidentés de la vie. Et voilà, enfin, ça se mesure pas, on peut pas le mesurer en grammes ou en kilos, cette influence-là, mais évidemment, il y a quelque chose qui m'imprègne et qui ressort fatalement dans ce écrit. Tout le long du livre, on sent cette humanité et cet amour de l'autre, de l'humain, dans tout le livre. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont il était construit. C'est-à-dire que bon, on a Mathias qui est là, qui fait son jog, et on sent qu'il est, enfin, en lutte avec lui-même pour retrouver une joie une joie de vivre ou une raison de vivre. Hein. Ouais, Et puis en parallèle, il y a toutes ces apartés en italique où il parle de son frère. Alors on sait pas son frère, on sait pas ce qui se passe, mais on sait ce qui se passe vers la fin du livre où tout se recoupe et tout. C'est comme les éléments d'un puzzle. Tu as le cadre et puis après tu as les images qui apparaissent et puis petit à petit tu comprends le tableau. Et puis il y a ces personnages avec j'ai eu beaucoup de tendresse pour la maman de Mathias que tu décris parce que c'est des personnages qui sont authentiques. Ouais. Oui, tout à fait. Comment si tu veux. comment tu l'as visualisé cette femme quand tu as écrit Alors pour parler de visualisation, parce que tu abordes ce mot, si j'avais à trouver une comédienne pour jouer ce personnage, ça serait certainement Yolande Moreau. Ouais, alors, parce que quand je le lisais, j'étais là et je pensais à elle et je me disais mais je Ben l'avais oui, parce que parce que voilà, elle s'impose à ce niveau-là. et ou alors je pensais à je sais plus c'est Catherine non Viard Karine Viard, Karine Viard, elle est un peu jeune. Karine Viard, elle est un peu jeune. un peu elle est un peu jeune, mais en même temps, je la verrais bien dans ce côté un peu, voilà. Mais en tout cas, je le verrais bien en film. Et ça, c'est bon. Après, c'est une écriture. Enfin, vraiment, tu es parti du scénario vers le roman, Alors, et je voulais par savoir. contre, Pascal, là où je suis parti du scénario pour le roman, c'est pour mon premier roman. C'est pour ton Donc, premier, pardon, excuse-moi. Revivre. J'ai cru que c'était aussi pour celui-là. Non, ce sera lui. Et je suis parti de la nouvelle que j'ai remportée avec Michel Bussy et que j'ai adapté. En fait, j'ai fait beaucoup d'un travail d'adaptation. Mais en fait, donc le premier c'était de scénario au roman et donc ce sera lui, c'est d'une nouvelle au roman. Ok. Tu as écrit aussi 2 autres livres qui sont Les 3 vies de l'homme et Revivre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que ce sera lui avec le même titre? Je crois qu'il y a une histoire avec le titre. Non. En fait, au départ, alors Revivre donc a plutôt bien marché pour un premier, comme je le disais tout à l'heure, mais il a du coup quand il s'est posé la question de faire un second roman, donc j'ai écrit une histoire, Les Trois vies de l'homme qui n'existait pas, et j'ai eu envie, c'était un réflexe certainement de débutant, hein, mais que j'étais à l'époque, de le proposer aux grandes maisons d'édition, parce que voilà, il fallait que ça marche, il fallait que j'existe au plus haut niveau autour de ces histoires. Et j'ai eu toutes les portes se sont refermées parce que il suffit pas de vouloir ou de demander même poliment pour accéder
au sommet du monde de l'édition. Donc j'ai été contraint de l'auto-éditer. Ce bouquin, et il en a été de même pour donc ce sera lui, qui a d'abord existé sous une première forme et sous le nom de Une vie pour la mienne, qui était le nom de la nouvelle à l'origine. Et donc bon voilà, il faisait son petit bonhomme de chemin, ce bouquin, jusqu'au jour où en l'hiver dernier, alors que je me résignais à avoir une vie d'auteur auto-édité, ma foi, voilà, sans guerre de célébrité, sans guerre de lectorat. Donc j'étais vraiment dans une démarche de pas de baisser les bras parce que ça voulait dire arrêter d'écrire, donc c'était pas possible. Mais par contre voilà d'en cesser avec des questions d'ambition, de grimper les marches de l'édition. Le Graal, c'est le Graal que cherchent tous les auteurs, ben finalement. oui, je pense qu'on on y est quand même pas mal à tourner autour de cette question-là. Et donc, c'est en ce sens que la vie, parfois, elle est surprenante et belle. 15 jours après avoir pris cette décision, je reçois un texto d'une amie qui se trouve être l'amie aussi d'une éditrice de la maison Jouvence qui m'apprend comme ça j'étais au boulot en pleine réunion et je reçois ce texto où on me dit il faut que tu te dépêches parce qu'ils ont vraiment tous craqué sur ton histoire, ils veulent absolument t'éditer mais par contre il faut que tu donnes ta réponse ce soir, dernier délai. Et parce que pour ceux qui connaissent pas la temporalité de l'édition est quand même très spécial. Il se passe rien pendant très longtemps et d'un seul coup tout se passe à 4000 à l'heure et c'est juste du stress simplement bref. Et donc et bien évidemment donc c'est cette maison d'édition donc c'était Jouvence du groupe Albin Michel donc une super référence et une édition que j'avais essayé de draguer gentiment plusieurs fois. En me pensant que c'était un succès et au final non parce qu'en fait toutes ces tentatives au final avaient porté leurs fruits. J'étais arrivé jusqu'à eux et enfin jusqu'à elles parce que quasiment toute l'équipe est féminine et elles ont toutes craqué sur donc Une vie pour la mienne et donc c'était enfin, je pouvais pas dire non, effectivement je pouvais pas dire non et donc j'ai dit évidemment oui mais par contre il peut être parfois péjoratif de se revendiquer, de venir de l'auto-édition, pas pour moi, moi je suis très ouvert d'esprit, mais il se trouve que dans la chaîne du monde de l'édition, certains acteurs de ce monde-là voient d'un très mauvais œil le fait d'être issu de l'auto-édition, et donc pour un peu tromper ces personnes-là et pour être maximum tranquillisé sur le souhait qu'on portera à la carrière du livre, et ben, il faut parfois user de petits artifices comme changer le nom, changer la couverture, ce qu'on a été contraint de faire. Donc voilà pourquoi ce changement de forme. En fait, il a eu 3 vies ce roman, la nouvelle, Une vie pour la mienne dans sa version auto-éditée, et ce sera lui dans sa version éditée. Voilà. Qui a décidé de changer la couverture et c'est la maison d'édition? Ouais, pour ces raisons-là que je viens d'évoquer. Moi, je la trouvais vraiment belle cette couverture, mais bon, en même temps, la couverture de Ce sera lui est pas mal du tout non plus, et donc c'est vrai que ça s'est fait de manière très 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 simple, très fluide, et voilà, il y a aucun souci, mais voilà, c'est la maison d'édition qui me l'a proposé, enfin, me l'a proposé gentiment, mais fermement, enfin fermement. Avec beaucoup de bienveillance parce que je pense qu'ils ont aussi leur choix et c'est des choix éditoriaux oui, et qui sont calculés. ils n'ont pas le droit, à l'erreur, donc il faut qu'ils mettent eux comme moi, enfin il faut comme moi ou un autre auteur, hein, il faut qu'on mette vraiment toutes les chances de notre côté et s'il fallait passer par un changement de couverture ou de titre, honnêtement c'est pas si grave que ça. Ce qui compte c'est justement d'avoir un bouquin qui est visible, d'avoir un bouquin qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, d'avoir un bouquin qui me permet, et ça c'est quand même le très bon côté des choses aussi, de vivre des moments de rencontres fantastiques. J'ai fait mon premier festival du livre de Paris, j'ai fait la Comédie du livre de Montpellier qui m'était jusqu'à présent fermée et c'était chouette de la faire. Je vais en Suisse pour défendre le bouquin donc au mois d'octobre.
Donc enfin, voilà, c'est tout autre univers qui s'ouvre à moi et c'est juste magnifique, quoi. C'est magnifique et moi j'en suis ravie parce que nous on s'était rencontrés sur des salons du livre et bon on se verra pas à Clermont-Lérault parce qu'a priori je crois que je serai pas disponible ce week-end-là. Ah, Moi je voulais savoir par rapport à le fait d'écrire. Donc tu as écrit très tôt de ce que tu disais. J'imagine que la lecture est aussi rentrée très tôt dans ta vie. ah ben, ah oui, carrément, parce que je crois que c'est compliqué d'être c'est compliqué d'être auteur si on n'est pas lecteur, quoi. Du train, mon Oui. papa. Un petit coucou du Oui. train, mon papa. Parce que, pour la petite histoire, ma fille Lisa est dans le train pour Paris où demain elle prendra l'avion pour le Japon. Et donc c'est Trop bien. le gros voyage de sa courte vie pour l'instant et le plus beau voyage de sa vie. Et du coup, voilà. Donc elle me, voilà. Mais Lisa, Je ma te fille, souhaite un excellent voyage parce que ouais. vraiment le Japon, c'est top. Ouais, j'aimerais bien y J'espère aller. qu'elle va se régaler. J'espère qu'elle va se régaler. Et donc, du coup, nous étions en train de dire quoi? Voilà, que la lecture est rentrée Oui, très tôt oui, dans tout à ta fait. vie au même titre que Oui. l'écriture. Eh oui, Et on peut quel est pas. le livre qui t'a marqué enfant? Alors, enfant, j'ai commencé par les magazines, hein. Les journaux de Mickey, les Picsou magazines. J'étais, mais alors, mais je me saoulais de lecture de ça. Après, dans la chronologie, je me suis fait la bibliothèque verte. J'étais capable de, quand je travaillais bien à l'école, ça m'arrivait, Dieu merci, assez souvent, donc mes parents, quand ils allaient faire les courses, m'achetaient des bouquins de bibliothèque verte que j'étais capable de me lire en quelques heures, à me faire tourner la tête, quoi. Et après, la grosse et belle rencontre, ça a été au CM2, où donc je suis Marseillais, je suis né, j'ai grandi à Marseille, où mon prof de CM2 m'a fait connaître Marcel Pagnol, la gloire de mon père, le château de ma mère, et m'a donné, enfin voilà, ça a été oui, une révélation. Cet univers-là qui me parlait fatalement parce que j'étais de Marseille, donc ça évoquait des choses que je vivais moi-même, même si on vivait pas la même époque, mais ça a été vraiment, je crois, la rencontre fondatrice avec la belle écriture, ça a été Marcel Pagnol. Ok. Aujourd'hui, dans ta bibliothèque, tu l'organises comment ta bibliothèque? Ah, bonne question. Euh, alors, J'aime bien poser j'essaie de des l'organiser. questions un peu étranges. Hein? J'aime bien Ouais. poser des questions étranges. Non, elle est pas si, elle est intéressante. En fait, je suis un lecteur très fidèle, et donc quand j'accroche sur un auteur, globalement, je fais en sorte de mettre sur cette bibliothèque tous ces livres progressivement. Alors des fois, voilà, des fois il y en a quelques-uns dont je diffère l'achat, mais globalement, ma bibliothèque est constituée de plein de bouquins d'auteurs rangés les uns après les autres. Alors j'essaie de faire en sorte que ça soit un peu esthétique à l'œil. Donc s'il y a des grands bouquins, je les mets plutôt d'un côté. J'alterne pas les petits bouquins et les grands bouquins, sinon ça ferait un effet un peu accordéon. Et voilà, donc j'ai peu de, au final je sais pas quel est l'idéal s'il y en a un là-dedans, mais je dois avoir quelque chose comme une trentaine, quarantaine d'auteurs, pas plus dans ma bibliothèque, mais la quasi-intégrale de ces 30 ou 40 auteurs, avec quand même des auteurs, bon, alors Michel Bussy, euh, que je considère comme mon parrain à la maison. Quand les enfants étaient petits, on l'appelait Tonton Michel parce que c'est grâce à lui que c'est mon parrain d'écriture, en tout cas ça c'est sûr. Donc voilà, il y a son intégrale. Après il y a Julien Sandrel, donc j'adore l'écriture, il y a son intégrale. Yasmina Kadra, il y a quasiment son intégrale. Voilà, il y a Agnès Ledig que j'adore, mais avec qui j'ai la chance d'être en lien. Pareil, il y a son intégrale. Enfin voilà, il y a des auteurs particulièrement fétiches que j'embarque avec moi, voilà, que j'ai bien en valeur, bien mis en valeur dans ma bibliothèque. Alors, si tu devais inviter un auteur à dîner chez toi, tu lui ferais quoi à dîner? Oula, alors c'est, Ça dépend de alors je qui croyais que tu ça allait être, invites, évidemment, j'imagine. Donc, qui t'y ouais, inviterais? ben,
dans l'absolu, ben, j'aimerais beaucoup inviter Agnès Ledig parce que donc j'échange beaucoup avec elle parce que en fait pour la petite histoire c'est Michel Bussy que j'ai écrit Revivre qui m'a dit tu devrais aller guetter regarder un petit peu du côté des bouquins d'Agnès Ledig parce qu'elle elle peut voilà te donner des pistes ou d'enrichir enfin voilà ça se rapproche de ton univers et compagnie donc tu devrais y jeter un œil et de fil en aiguille, donc j'ai fait plus que jeter un œil, puisque je lui ai adressé mes bouquins, et on change, alors, par contre sur les réseaux, très régulièrement, mais en fait on s'est jamais vu, parce qu'on s'est toujours loupé, ben, soit elle fait un salon et moi j'arrive le lendemain, ou on fait bon bref, c'est toujours croisé. Donc j'aimerais beaucoup la recevoir parce que au-delà même c'est une nana absolument extraordinaire, de ce qu'elle est humainement, de ce qu'elle est en tant qu'auteur. Ben, on partage plein de valeurs communes ben, sur l'état du monde et sur le rapport à la nature, etc., etc. Donc j'aimerais beaucoup que ce soit elle. Et je pense que la plus grosse erreur, je pense, ça serait de d'œuvrer pour comme si je recevais un président de la République parce que je pense qu'elle apprécierait pas ça. Donc je pense que ça serait plutôt très bonne franquette gentiment sur ma petite terrasse avec une bonne bouteille de vin et un petit plat très tranquille juste pour laisser de la place au papotage qui serait certainement bien plus important à ce moment-là que ce qu'on mangerait quoi. C'est excellent. Si tu devais me donner une image pour toi de ce que représente l'écriture dans ton monde à toi en tant qu'auteur, écrivain, ce serait quoi comme image? En gros, si je devais résumer ce que représente l'écriture pour moi en un mot, c'est ça? Oui, ou alors une image, une couleur, ça serait ou une saveur, je sais pas. Euh, enfin, là, l'image pour moi, ça serait il y en aurait plusieurs, une porte ouverte, il y aurait une porte qui s'ouvre en permanence et qui me permet de m'échapper, euh, parce que parce qu'on a tous, voilà, on a tous nos vies. La vie, c'est génial, mais c'est pas que facile, bien au contraire. On a tous nos combats, on a tous nos difficultés, nos casseroles, nos tensions, enfin voilà, bon. Et, euh, et chaque fois que je me mets à écrire, justement, j'ouvre une porte qui me permet de m'évader de tout ça. Et du coup, je reprends les rênes de quelque chose. C'est pas forcément mon existence, parce que mon existence, euh, ouais, enfin, on se laisse balloter, hein. On est très léger par rapport à l'existence, hein. Des fois, on se laisse trop porter et c'est difficile de rester maître de son navire. Mais en tout cas, je redeviens maître au moins de l'existence des histoires que j'ai envie de raconter, de l'existence des personnages que j'ai envie de mettre en place. Et c'est apaisant, quoi, d'être un peu le seul maître à bord dans un domaine restreint, mais dans un domaine qui est ce qu'il est, hein, qui existe, même si on est dans la fiction. Moi, ça m'apaise. Voilà, ça m'empêche pas d'être soumis au tourment de ma vie pour autant, mais en tout cas quand j'écris ou quand je suis en phase de gestion de, de lancement d'une écriture, je suis bien plus apaisé. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, la question qui me vient là tout de suite, c'est finalement, donc quand on écrit, donc on résout des choses, enfin on résout, on apporte, parce que c'est un livre qui apporte du bien-être, etc. Et finalement, ça apporte du bien-être. Est-ce qu'on ne résolue pas quelque part nos tourments du quotidien par cet échappatoire, puisque finalement, là, dans ce livre, on a l'histoire, après je ne veux pas spoiler le livre parce que l'idée c'est que les gens le surtout voilà, pas. surtout pas, voilà. Je ne dirai pas à la fin qu'il a un trèfle dans les dents, donc je plaisante. Tu vois, je t'ai fait peur. Hein. Et enfin, moi, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une belle leçon. Et finalement, quand tu parles de cette porte pour t'échapper, est-ce que c'est pas aussi finalement alors, je vais pas te trouver le mot, mais une forme de résilience à la vie quand on écrit?
En fait, on résout rien quand on écrit. On résout rien, mais enfin, en tout cas, je pense qu'on résout rien. Mais par contre, on s'offre une parenthèse. Quand on écrit ou quand on lit, j'ai pas la prétention de résoudre des problèmes par mes histoires, mais euh, mais j'ouvre des parenthèses chez les lecteurs qui après ils sont maîtres de leur navire encore une fois à leur niveau et ils en font ce qu'ils veulent de cette parenthèse ouverte. Soit ils la gardent et ils en font un beau souvenir et puis ils passent à autre chose. Soit ils s'appuient sur cette parenthèse pour continuer une réflexion, un cheminement personnel et peut-être trouver eux leur solution et leur résolution. Moi, je me prétends pas être un faiseur de miracles ou un vendeur de remèdes, mais je suis plus un, un déclencheur, Un voilà, à déclencheur. travers mes histoires. Voilà, un déclencheur. Et c'est pareil pour moi en tant qu'auteur. Je résous pas nécessairement des problèmes, mais je m'offre cette parenthèse, la même parenthèse que j'offre au lecteur. En fait, je me l'offre à moi-même. Et, euh, et voilà. Après, Parce que voilà, mais ma vie ne va pas être. les livres sont porteurs aussi d'un message que chacun va s'approprier finalement. Fait. Moi, le message, il est simple parce qu'en fait, c'est le même message qui est décliné sur les 3 bouquins que j'ai déjà écrits. En gros, c'est si je peux me permettre d'être gentiment grossier, c'est putain, mais qu'est-ce qu'on attend pour vivre, quoi. Parce que ce qui me bouscule, moi, la vie est courte, hein, on l'expérimente tous les jours autour de nous. On sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine, et dans cet intervalle-là, il y a des tas de gens qui ne font pas grand-chose et qui se laissent porter, qui n'exploitent pas ce cadeau extraordinaire qui est ces jours qui nous sont offerts à vivre ou ces années qui nous sont offertes à vivre. Et donc moi, le sens que je donne à ce temps qui m'appartient, c'est d'exister pleinement dans cet art de l'écriture, de transmettre des émotions, de vivre des expériences super chouettes, de rencontrer des tas de gens intéressants. Voilà, c'est ça un peu. Et à travers ces histoires-là, j'aimerais faire en sorte que les gens mettent une petite étincelle quoi, dans la tête des gens et c'est la plupart du temps, ça se passe comme ça. Une petite étincelle en disant waouh. Après, on a tous vécu des moments de nos vies où on se dit allez maintenant ouais j'ai compris, je vais vivre à fond, pleinement et tout ça. Après l'inertie de la vie moderne nous rattrape très vite. Il faut relancer souvent ce boost. Mais voilà, mon ambition elle est là. Allumer une petite mèche et faire en sorte qu'il y ait un déclencheur, un déclenchement dans la tête des lecteurs pour peut-être reconsidérer, réajuster des choses dans leur vie ou dans les émotions qu'ils éprouvent ou dans leurs rêves. Si je pouvais contribuer à, à permettre à des lecteurs de renouer avec leurs rêves d'enfance, voilà, c'est juste génial. Je serais super content de faire ça. Mais c'est pas moi, c'est les lecteurs qui font le boulot. Moi, je suis juste là pour leur montrer justement une petite porte ouverte. En fait, on en revient au même. Et on en revient, en fait, on fait le tour. On revient sur cette fameuse porte ouverte qui, finalement, d'un échappatoire pour toi, devient aussi un échappatoire pour eux. Et exactement. leur parenthèse à eux. Tout à fait. Et c'est marrant. Enfin, ça me fait penser là quand tu évoques au livre, je sais pas si tu l'as lu, Véronica a décidé de mourir. Ou pareil, c'est voilà, pas lu. Un rapport finalement entre la vie et la mort et de dire bon ouais il faut vivre quoi, enfin il faut en profiter finalement le peu de enfin le temps suspendu qu'on a, il faut en profiter. Ben, clairement. Et clairement, et c'est dans ce livre en fait c'est assez fulgurant aussi, mais avec un autre rapport où l'histoire c'est qu'on annonce à quelqu'un qu'elle qu'elle est foutue, qu'elle va décéder, alors qu'en fait c'est pas vrai, mais c'est pour lui déclencher une étincelle de vie. Et bon après on va voir si ça marche ou pas, ça je ne dirai pas. Et est-ce que tu aurais un message pour les jeunes auteurs qui souhaitent se lancer ou pour les auto-édités qui attendent le Graal de l'édition à compte d'éditeurs avec des grandes maisons d'édition parce que bon après comme tu dis tu peux faire le deuil. Moi personnellement en tant qu'auteur j'ai fait le deuil d'être édité avec des grandes maisons d'édition parce que c'est ok pour moi
et que c'est pas c'est pas l'attente que j'ai en priorité. Mais par exemple, pour les jeunes auteurs qui vraiment attendent ça, quel message toi tu pourrais leur donner et surtout leur transmettre les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Bah, il y en a beaucoup d'écueils, hein. Il y en a Oui, hein, beaucoup. parce qu'on Le a premier, échangé récemment sur certains écueils via les réseaux sociaux. ouais, tout à fait. Il y a bah, le premier conseil, c'est la patience, parce que pour des raisons, enfin, comme je l'évoquais tout à l'heure, le temps de l'édition, c'est absolument pas notre temps à nous. Et ce qui peut paraître très long pour nous, qui sommes dans l'attente d'une réponse d'un éditeur, ça peut être bien plus long encore chez les éditeurs. Donc la patience, c'est vraiment ça se fait pas. Enfin, je veux dire, les exemples, alors il y en a et globalement, tous les rêves d'auteurs se construisent autour des très rares cas de réussite fulgurante et phénoménale on se compte sur les doigts d'une main, quoi. Ces personnes qui sont passées du néant au firmament à un bouquin, etc. C'est très rare, donc il faut serrer les dents. C'est très long, être très patient. Après, c'est pas facile d'écrire un bouquin. Il faut pas croire que ça soit une activité facile. Alors écrire un bouquin, pourquoi pas, ça peut être rapide et tout ça, mais écrire un bon bouquin ou en tout cas un bouquin qui peut s'offrir des chances d'être édité, c'est vraiment pas facile et ça demande beaucoup de travail, encore une fois beaucoup de temps. Et là où c'est particulièrement cruel, c'est que même en accordant du temps aux choses et en donnant en consacrant beaucoup de travail et en ayant un bon bouquin, eh ben, on n'est pas sûr, malgré tout, d'avoir une place dans l'édition. Il y a ce fameux élément un peu irrationnel. Moi, ça a été ce texto là qui est venu un peu de nulle part. Enfin voilà, je lis beaucoup de textes d'amis qui me soumettent un peu leurs textes pour savoir ce que j'en pense ou des choses comme ça. Il y en a parfois des très bons, mais pour autant, ça perce pas, ça marche pas, parce qu'il manque ce petit facteur X qui lui est absolument. On peut travailler sur tout un tas de domaines pour progresser dans l'écriture et pour s'offrir un maximum de chances, mais il y aura toujours un domaine, ou voire plusieurs, qu'on ne dominera pas, qu'on ne maîtrisera jamais, et qu'on ne pourra pas, voilà, on n'aura aucune marge sur ces aspects-là. Le facteur chance, l'instant T, la rencontre au bon moment, ces petits éléments qui font que ça se fait ou ça se fait pas. Voilà, ça, on peut pas maîtriser ça. Donc, il faut. Alors, c'est facile à dire pour moi maintenant que j'ai un petit peu voilà sauté derrière le bon mur, mais il faut accepter l'idée de prendre du plaisir en écrivant à la base, parce que ça, par contre, ça serait aussi une erreur que de vouloir écrire pour de mauvaises raisons, qui serait d'être célèbre, d'être riche, voilà, d'être une star. Enfin non, ça c'est pas, on n'écrit pas pour ça, parce que je suis à peu près persuadé que ça soit la meilleure façon d'écrire quelque chose de très mauvaise qualité, quoi. Donc il faut écrire parce qu'on a avant tout un message à transmettre et qu'on a envie de véhiculer des émotions. Et après voilà, patience, travail, endurance, solidité mentale, parce que c'est aussi les montagnes russes. Euh, c'est pas parce que on a donc un contact avec un éditeur que fatalement ça va se faire. En fait, c'est vraiment les montagnes russes en permanence et il faut être stable émotionnellement pour gérer sa barque, parce que sinon on va beaucoup souffrir. Je le sais parce que j'ai beaucoup souffert aussi et parfois ça m'arrive encore de souffrir voilà, quand on a une critique dégueulasse, ça m'arrive rarement, Dieu merci, mais ou quand on vend pas assez par rapport à ses attentes ou des choses comme ça, il y a plein de raisons de souffrir, ou quand bêtement parce que son éditeur ne donne pas de nouvelles pendant 3 mois. Alors on peut imaginer très facilement, ça a été mon cas. Donc du coup, vu que je suis j'adore communiquer, donc du coup j'ai pris les devants, je suis allé au devant d'elle, on s'est expliqué, mais très gentiment. Encore une fois, Charlène, mon éditrice, est d'une bienveillance rare, et donc m'a fait comprendre qu'en fait, voilà un peu ce que je disais.
quand on côtoie pas les gens, on ne sait pas leur réalité. Et elle, quand elle est dans le guidon, elle peut pas nécessairement se consacrer à la partie relationnelle avec ses auteurs. Donc voilà, il y a des périodes de silence qui peuvent être interprétées d'une certaine manière par l'auteur comme soit du détachement, soit voilà, Qui sont une forme finalement des suppositions, qui oui, sont finalement des suppositions. tout à fait. Mais dès lors qu'on s'offre au regard extérieur, on est soumis à tout un tas de suppositions. Les suppositions des lecteurs, les suppositions des libraires, les suppositions des éditeurs, etc., etc. Donc, et tout ça, il faut de la stabilité émotionnelle pour pouvoir gérer ça. Donc, c'est tout un ensemble de choses à gérer, sur lesquelles il faut cheminer, qui aident à grandir, qui aident peut-être à toucher du doigt une certaine forme de sagesse, on va dire ça comme ça. Alors, je suis loin d'être sage au sens bouddhiste du terme, hein, mais en tout cas, ça aide à aller sur ce chemin, à être détaché des éléments un peu plus, voilà, les chiffres des ventes, le nombre d'avis sur Amazon, etc. Enfin voilà, bon, il faut apprendre à se détacher de tout ça. Sur le chemin, en tout cas, c'est vrai que le rapport, en fait, tout ce qui est en lien après avec l'écriture, le rapport au public, à l'éditeur, les critiques, etc., ce fameux yo-yo émotionnel qu'on peut avoir, c'est vraiment une ouverture sur la porte de la vertu, à gérer un petit peu d'être Oui, dans un juste équilibre tout à fait. Il faut pas et accorder de se dire plus d'importance. hein. Il faut pas accorder plus d'importance que ça à des éléments qui sont au final euh, des anecdotes, même si c'est La dur. critique, elle peut être Ah constructive oui, aussi, si c'est de la oui, critique oui, simple. Mais la critique pure et simple, il faut la laisser là où elle est. Par contre, si c'est une critique constructive, ok, il faut l'accepter, la prendre et se dire bon ben la prochaine fois effectivement la personne m'a dit ça et tout, bon ça voilà. Mais par contre, c'est vrai que des fois il y a des critiques qui sont ben, qui sont incompréhensibles et qu'on peut recevoir un jour où on a un moment de doute, puisque des moments de doute chez les auteurs, il y en a quand même, il y en a pas mal. bien sûr. Et Non, en fait, il y a, quand on parle des critiques, des haters, des choses comme ça, il peut y avoir une forme de jalousie, de méchanceté, pour faire surtout sur les réseaux sociaux où c'est tellement facile de faire du mal aux gens parce qu'on l'a pas en face à face. Donc c'est vrai que il y a eu des fois des retours agressifs qui n'ont pas lieu d'être, mais franchement, ça appartient totalement à la personne qui émet ces retours-là. Il faut pas se laisser atteindre. En fait, il faut être droit dans ses bottes et savoir ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Euh, être authentique. oui, Le fait d'être oui, authentique dans ce que tu écris, c'est ce que tu disais dans le message, d'être patient pour les jeunes auteurs, être patient, euh, euh, ne pas écrire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire se faire plaisir du message à transmettre, c'est hyper important parce que quand on écrit pour les mauvaises raisons, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que effectivement, souvent ça donne pas des choses qui sont excessivement, en tout cas, de qualité, quoi. Voilà, on voit, on rend compte très on vite. sent que c'est pas sincère. Et si c'est Tout à pas fait. sincère et si c'est pas authentique, on n'arrive pas à accrocher. Mhm. Et que chaque auteur a son authenticité et ce qu'il a à transmettre, ce qui fait qu'on peut aimer plusieurs auteurs différents qui peuvent parler de la même chose, mais ils le diront toujours avec des mots différents qui sont les leurs, avec leur sensibilité. Exactement. Non, non, il faut vraiment être authentique voilà. Après, il faut le salaire d'un auteur en premier lieu, c'est les retours des lecteurs. Ça, c'est vraiment parce que c'est ça qui donne la force pour continuer à avancer et c'est le carburant en fait des auteurs. Quand moi chaque fois que je reçois des témoignages du bien-être qu'on a pu éprouver en lisant un de mes bouquins, du coup ça c'est puissant quoi. Et mais en même temps, ça dépend pas du nombre. En fait, j'ai envie de dire, alors encore une fois, c'est pas parce que je dis ça que ça me ferait pas plaisir d'avoir 35 000 personnes qui me disent qu'ils ont adoré, voilà. Mais
mais dès qu'une personne nous dit ça, il suffit d'une seule personne nous dise ça pour qu'on ait réussi le pari, quoi. Voilà, le bouquin a eu raison d'exister dès lors qu'il a pu amener un sentiment puissant chez un lecteur. Déjà, le premier lecteur, c'est gagné. Et après, ça s'améliore avec le nombre de lecteurs qu'il y a derrière, évidemment. Mais Est-ce que tu considères finalement que l'écriture peut être une mission de vie? mission de vie, je sais pas. Nécessaire. Alors l'écriture. Pas forcément pour toi, hein, mais pour certains auteurs en fait, hein, ça peut être. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une mission de vie, de vie ou de transmission, hein, quelque part? Alors clairement moi, en ce qui me concerne, oui, c'est ma place pour moi. Après un cheminement plutôt long, j'en suis arrivé à la conclusion que ma place sur Terre n'était faite que pour ça, que pour raconter des histoires. Ce qui me, enfin, en fait, ce qui me rend unique, toute proportion gardée, par rapport à mes congénères, c'est peut-être ça, la capacité que j'ai de raconter des histoires. Je suis pas le seul dans ce cas-là, bien évidemment, mais c'est ce qui, je pense être sur Terre pour ça. C'est ma mission, effectivement. Mais voilà, on a tous des rôles particuliers à jouer, des petits talents particuliers à exploiter. Moi, a priori, c'est l'écriture. En fait, c'est la déduction que j'en ai faite sur mon parcours de vie jusque-là. Pour d'autres, ça peut être la cuisine. Enfin, il y a des tas de façons de se découvrir quelque chose d'unique qui justifie sa présence sur Terre. Mais et j'aimerais beaucoup que tout le monde puisse faire ce petit travail pour trouver ce petit quelque chose qui les rend uniques, parce que ça aide vachement à vivre, ça aide à être épanoui, ça aide à rayonner autour de soi et en soi. Donc du coup, c'est quand même chouette. Moi, en l'occurrence, c'est effectivement l'écriture. Enfin, pour l'instant. Après, je vais peut-être me découvrir une mission encore plus supérieure, mais je sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est clairement l'écriture, effectivement. Est-ce que tu as est-ce que tu es en train d'écrire sur un nouveau projet actuellement? Alors, pour être tout à fait honnête, je suis en train de travailler sur mon second bouquin qui était donc auto-édité. Je suis en train de le retravailler pour le présenter à Jouvence, dans l'espoir qu'il puisse être édité là-bas. Parce que du coup, en tant que bouquin auto-édité, il n'a pas eu une audience extraordinaire. Et j'ai vraiment envie de lui offrir cette chance-là. Donc, je suis en train de travailler vraiment. C'est dur de retravailler sur un bouquin qu'on a jugé fini. Mais je l'ai écrit il y a 7 ans, tu vois déjà. Et évidemment, en 7 ans, j'ai appris tout un tas de choses. J'ai grandi en tant qu'auteur, en tant qu'homme, et du coup, il y a vraiment de la place pour en faire quelque chose d'encore meilleur. Et donc, je m'y attelle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, une question de temps, de repartir de zéro. J'ai déjà un quatrième roman en tête sur lequel j'ai commencé à écrire, mais le temps me manquera fatalement si je veux sortir assez rapidement cette quatrième histoire. Donc, il est pour moi important de donner vie à cette deuxième histoire qui deviendrait la troisième par un jeu de reclassement pour me permettre d'avoir justement le temps nécessaire pour écrire vraiment la quatrième histoire. J'espère que j'ai été Oui, pas trop compliqué dans mes explications. pour ceux qui ne comprendraient pas ce que dit Laurent, vous pouvez lui laisser un message en privé tout à l'heure. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut retrouver certains de tes personnages dans d'autres livres? Non, non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Chacun, dans les trois bouquins, il y a des personnages qui sont vraiment uniques aussi. Alors après, ouais, il y a des profils de personnages parce que oui, certainement, on peut trouver certains profils de personnages un peu, donc encore une fois accidentés, un peu cassés, mais résilients et avec parfois un brin de résilience dans ce livre. oui. C'est, j'en dis pas plus,
Et est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui t'ont demandé la suite, par exemple, pour Ce sera lui. Alors, ce sera lui, pas quelque part. J'ai envie de dire il se termine quoi. Il se termine. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais envie. Il y a des bouquins. Le second, là, celui sur lequel je suis en train de travailler pour qu'il devienne mon troisième. Lui, par exemple, je n'exclurais pas éventuellement d'en faire une suite plus tard. Mais ce sera lui. Je pense il se pose comme un bouquin unique et voilà, qui ne connaîtra vraisemblablement pas de suite. Je vois pas. Bon, enfin, difficile d'aller plus loin dans la réflexion sans trop spoiler, quoi. Mais oui, non, non, là, il faut pas voilà. Non, je pense voilà, c'est un bouquin qui se termine. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé où je me suis retrouvée moi aussi en tant qu'auteur dans la thématique. J'ai vraiment adoré et il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai aimées dans ton livre, cette petite évolution où on se dit tiens mais qu'est-ce qui s'est passé, on se pose la question jusqu'au bout, on se dit ah non mais bon on va attendre, mais moi j'étais à deux doigts quand même d'aller à un moment donné sur la fin en train de chercher c'est plus possible. Ah, ben, c'est le droit du lecteur, du suspense, de dire non mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et voilà, donc voilà, je voulais juste remontrer la couverture qui est très jolie, qui est une très belle couverture. On peut le trouver donc dans toutes les librairies, mais pour ceux qui veulent une dédicace, j'aimerais que tu nous dises quels sont tes prochains salons et où on peut te voir. Alors là pour l'instant, c'est pas le tout prochain, ça va être donc Cécy en Suisse, à côté de Genève, donc le 12 et 13 octobre. Mais après, il va y avoir vraisemblablement donc Clermont-Lérault. Et puis pour l'instant, on en est un petit peu là. J'ai quelques pistes pour l'année prochaine où je serai en principe au salon de Belle-Île-en-Mer et celui de Perpignan. Mais voilà, rien de très précis. Après, si on habite dans l'Hérault, qu'on n'est pas très loin de Montpellier et voilà, comme on prévient un peu de temps à l'avance, on peut toujours s'organiser pour se retrouver quelque part sur Montpellier ou à l'Odève où j'habite pour faire une dédicace. Mais en matière de mon planning, il est pas voilà. Il y a encore des dates. Enfin, on va retravailler dessus à la rentrée avec Jouvence il y a pas mal c'est encore de salons aussi. Tu as le salon d'Alès, je crois, qui est au mois de juin. Après le planning de l'année prochaine, je manque vraiment d'éléments. Je sais qu'il y a plusieurs pistes plus ou moins sérieuses et concrètes pour la fin d'année, mais après donc en 2025, je sais pas encore. Et ça va aussi beaucoup dépendre de mon actualité, quoi. Oui. Voilà. Donc vous savez que Laurent, vous pouvez avoir une dédicace pour les amis de l'arrière-pays du Lot des Voix, donc il est par là-bas. Ouais. Hein, exactement. Après, sur Montpellier, vous pouvez aussi prendre rendez-vous si vous voulez une dédicace en direct, et puis sinon peut-être voir une dédicace en librairie sur Montpellier en lien avec ton éditeur, et les gens vont venir te voir. Hein. Tout à fait. Jouvence travaille beaucoup avec les magasins Cultura et Cultura, c'est ouais, c'est ça. Mais j'en ai fait une de séance il y a pas très longtemps là-bas. C'était très chouette. Donc voilà. Mais il faut suivre mon actualité. J'en profite voilà pour dire, pour être au clair avec tout ça, il faut pas hésiter à me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Vous tapez mon nom et vous aurez la suite. Et ce sera le meilleur moyen d'être connecté, de connaître mon actualité et tout ça. Et puis pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, enfin voilà, on échange, mais peut-être on n'a pas répondu à certaines questions que se posaient les lecteurs ou des auditeurs de. Laissez des messages si vous avez des questions là tout de suite, comme exactement. Ça on peut y répondre. En tout cas, Laurent peut y répondre.
Si vous avez des questions. Ou plus tard, hein, enfin, je veux dire, les comptes de réseaux sociaux sont bien faits, il y a des messageries, donc que personne n'hésite à me poser des questions, soit sur mon activité à moi d'auteur et mes bouquins, soit peut-être sur leur activité à eux d'aspirants auteurs et des questions peut-être plus techniques. Voilà, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ok. Bon, en tout cas, moi, vraiment, je tenais à te remercier, Laurent, d'avoir accepté ce live d'auteur. Et parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ton livre et que je te souhaite une belle carrière d'auteur. Je me la souhaite aussi. Voilà, tout plein d'amour du public et de belles rencontres d'histoires et en tout cas encore, surtout. Plein d'histoires encore, des livres, voilà, des suites, plein de rebondissements et toujours beaucoup d'humanité en tout cas dans qui tu es et dans ce que tu écris. Donc merci beaucoup pour ça et puis merci aux lecteurs, enfin aux internautes pardon et aux lecteurs donc de te lire et puis aux internautes d'avoir de nous avoir suivis tout simplement aujourd'hui. Et juste pour information, le live sera disponible donc sur ma page Instagram et je vais essayer de le remettre, si je n'ai pas trop de problèmes techniques, sur la chaîne YouTube de 3A ABP. Normalement, ça devrait fonctionner d'ici une semaine. Voilà, le temps que je m'organise, que je fasse les coupages du début. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et voilà. Donc ok, pour moi c'est super, je suis très très contente et vraiment je vous invite à lire ce livre qui est voilà, pour moi c'est une bouffée d'air frais et de voilà, c'est un bol de résilience, de bien-être, de joie, de petit bonheur au quotidien et c'est la vie. Voilà, c'est un livre qui résume c'est la vie. C'est partir de la mort pour ne parler que de la vie, en fait. C'est ça. Et ça, c'est ma grande approche, moi, d'écriture, c'est que on ne peut pas, en fait, pour parler de la vie à travers la mort, finalement, c'est vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais parce que c'est vraiment très, très bien abordé et je te remercie pour ça, quoi. Eh ben, merci beaucoup, encore une fois. Voilà. Et puis, j'espère à très bientôt sur un salon, même si c'est pas Clermont-Lérault. Oui, je sais pas, en message privé, je te dirai, mais moi, j'ai 2-3 salons de programmés là. Bon, voilà. C'était très intéressant, belle journée. Merci Marie-Marie. Et merci Laurent, à très bientôt. Et puis, excellente soirée. Au plaisir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.